Salut à tous et bienvenue depuis le Salon de l'Agriculture, ici en direct pour nos terroirs du talent. Et aujourd'hui est un jour un peu particulier, on est tous un peu fatigués, on a tous un peu des cernes. Parce qu'hier, le directeur général de cette chaîne, qui est aussi animateur, qui s'appelle Olivier Allemand, a reçu la médaille du mérite agricole. On est hyper fiers de notre chef, on l'adore et je voudrais qu'on l'applaudisse tous s'il vous plaît. Voilà, merci Olivier, t'es un champion et on est hyper fiers de toi. Bienvenue, aujourd'hui on parle justement avec un invité plus un autre qui tous les deux ont cette même médaille. On y revient dans quelques petites secondes. Elle ne l'a pas encore, mais Diane fait tout pour aujourd'hui dans les salons. J'ai pas autant de cernes que toi, surtout, hein, ouais. Eric, je suis désolée. Alors, on va parler d'abord du label Produit en Pays de Ré. Dans les Pays de Loire. Hein. Produit en Pays de Ré. Alors, ce label, ça regroupe producteurs, restaurateurs et distributeurs. Ils vont nous montrer qu'on peut faire un repas complet, entrée, plat, dessert et vin avec des produits uniquement locaux. Ensuite, on va parler du Crapal. Le Crapal, un nom barbare, et derrière, qui se cache un conservatoire qui a sauvé de la disparition, de l'extinction des anciennes espèces animales. On va notamment voir, pour de vrai, une vache maraîchine. Et le mouton. On est tous fatigués, on a fait ça hier. Hein. C'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Et après la vache et après le mouton, on va faire une petite découverte de vin d'Anjou avec un viticulteur. Très bien, à consommer avec modération. Vous connaissez la phrase à tout à l'heure, sauf toi, Diane. Je parlais de mérite agricole. Je voulais vous présenter quelqu'un dont je me suis vanté d'être son mari pendant quelques années, puisque nous avons partagé ensemble les ondes radio sur RTL. Nous étions évidemment pas mariés, mais co-animateurs et surtout des amis. Je suis très heureux d'avoir donc quelqu'un qui est médaillé, je ne dis pas de bêtises, Jean-Seb, hein, médaillé du mérite agricole. Absolument, une médaille dont je suis très très fier parce que c'est la seule qui ne se demande pas. Qui ne se demande pas. Ah oui, c'est ça, ouais. Toutes les autres, la Légion d'honneur ou le mérite se demandent, mais celle-là ne se demande pas, on te la donne. Bah alors on est d'autant plus fiers pour Olivier Allemand qui a eu la sienne. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous allons parler des Pays de la Loire. Et ça tombe bien parce que tu es des Vosges. Absolument. Là, je m'attendais à quelle transition tu allais faire sur ce coup-là. Mais effectivement, je n'ai rien à voir avec les Pays de la Loire. Ouais, sauf que magnifique Jean-Sébastien Petit-Demange, pour vous le présenter, il est né un jour de fête de la musique. Et quand on sait ce qu'il écoute en musique, on se demande bien si le hasard a bien fait les choses. Des diplômes à ne plus que savoir en faire. Et il est aussi consultant et chef de conférence à Sciences Po Paris. Aussi, oui. Qu'est-ce que tu leur apprends à ces pauvres élèves? Je leur apprends l'histoire et l'économie de la radio. L'un des rédacteurs chefs du Guide du Routard, évidemment. Et puis, bien sûr, Midi en France, la télévision. Je ne vous parle pas des ouvrages, sauf du dernier, Made in France, réalisé avec Anthony Vittorino, qu'on embrasse. C'est intéressant cet ouvrage, et on va en revenir dessus, parce que c'est l'ouvrage de la France qui réussit et qui marche. C'est exactement ce qu'on dit ici dans cette émission, Nos terroirs ont du talent. C'est Made in France, la France qui résiste, c'est 80 et quelques entreprises qu'on a recensées. Il y en a beaucoup d'autres, mais il fallait les choisir, qui sont qu'on a raconté sous l'angle patrimonial, sous l'angle historique, sous l'angle également humain, parce que pour moi, ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est avant tout le facteur humain, et on se rend compte qu'on est dans un pays qui ne va pas que mal. Moi, j'en ai un peu assez d'entendre tout le monde, tous les médias, tous les journaux, tous les journalistes dire « ouais, c'est une catastrophe, les politiques sont nuls, les gens sont nuls, tout le monde est nul ». C'est pas vrai. Il y a des gens qui font des choses magnifiques en France, qui se battent pour que les entreprises restent en France parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a des vrais talents, il y a des gens qui sont faiseurs de bien et inventeurs de beau, et ça, c'est absolument formidable, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre chez Larousse. Voilà, l'homme s'est parlé, je vous le dis. J'ai découvert grâce à lui des vins, des champagnes, des fromages, des régions, des mots. Bref, nous sommes des amis, vous l'avez compris. Je voulais que tu co-animes avec moi aujourd'hui, mais ils ont pas osé parce qu'on a fait trop de bêtises à la radio. Dans cette émission, il y a quand même un co-animateur qui s'appelle Max. Sa spécialité, ce sont les réseaux sociaux et puis aussi les portraits de région. Je vous l'ai dit qu'on est dans les Pays de Loire aujourd'hui, Max. Exactement, Eric. Fils signalétique. Allez, c'est parti. Donc, c'est 4 millions d'habitants répartis sur un territoire de 32 000 km². Capitale, Nantes. Voilà. Bonjour à mes très bon aussi en histoire. Alors, la région est bordée par l'océan Atlantique avec 386 km de côte. Alors, deux îles sont réputées vraiment appréciées des touristes, donc c'est l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. Sachez que le Val-de-Loire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la région offre aussi de nombreuses réserves naturelles, comme le marais Poitevin. Alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas un vrai nom, on va vérifier, mais il n'y a pas un vrai nom pour les habitants des Pays de Loire. Bon, apparemment, c'est l'exception française, il n'y a pas de nom. Il y en a si. un. Dites-moi Claude. Les Ligériens. Ligériens. C'est bizarrement, c'est pas connu, c'est de tout temps. Très bien. Tu le savais, Jean-Seb ? On vient de l'apprendre. Le peuple ligérien qui est sur tous les bords de Loire,
C'est les gens qui habitent sur les bords de ce fleuve absolument magnifique. J'oubliais à chaque fois, il sait des trucs que je sais pas, donc je m'en sors jamais. Mais là, on va revenir sur une région. On va revenir, donc c'est la région des champions de l'élevage bovin. Ils sont premiers en France et aussi deuxième pour la production de lait. On aime aussi dans ce territoire donc l'horticulture. D'ailleurs, 600 entreprises emploient 6000 personnes dans la région pour un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Et puis de la Loire, c'est aussi des produits, des terroirs exceptionnels, 102 labels rouges, 26 AOC, dont 25 pour les vins. Ben voilà, pour parler de tout ça, je vous propose de découvrir nos invités. Claude, qui est intervenu déjà, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture, Claude Cochonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Lydie Bernard, vous êtes vice-présidente en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, je vous voyais sourire à ce que disait Jean-Seb, parce que justement, vous allez nous montrer aussi qu'il y a des choses qui marchent très bien dans la région. Vous avez à vos côtés Emmanuel Fournier, vous êtes enseignant au lycée agricole de Laval. Oui, bonjour. On a pris le calme avant l'émission, vous et moi, tout à l'heure. Exactement, c'était très serein. C'était très serein, on cherchait désespérément des endroits où être très à la cool. Thierry Drapeau, bonjour. Chef 2 étoiles, bonjour Thierry, au logis de la Chaboterie, bonjour. Bonjour. Tu connais ? Oui. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors, un type formidable qui est directeur de zoo, mais pas n'importe quel zoo, le zoo de la Flèche, votre zoo est formidable. C'est Thierry Dacuda. Bonjour Thierry. Stéphane Dacuda. Oui, Stéphane, bonjour. pardon. Non, pas de problème. Bonjour, Stéphane, soyez bienvenue, votre endroit est absolument incroyable. Merci. Et j'ai un petit cadeau pour toi, mais tu l'as déjà vu, donc c'est moyen une surprise. Jean-Seb aime la France, et je pense que si nous aimons la France dans les médias, c'est probablement grâce à cet homme qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là. C'était pas prévu, sauf qu'on s'est croisés dans les travées, Pierre et moi, et j'ai dit il faut absolument que tu viennes. Bonjour Pierre Bond. Bonjour Eric. Bonjour évidemment, Maman Pierre. Bien sûr. Évidemment, Ouais. Pierre est un. Jean-Seb, Pierre, il a fait découvrir la France à tout le monde. Bah, moi, Pierre, il m'a fait connaître la France quand j'étais gamin. Bah, oui, parce que j'ai commencé avant lui. Je suis né avant lui, quoi. J'ai eu cette chance, peut-être. Moi, j'ai commencé à parcourir la France et à la montrer, à la faire entendre, en tout cas à la radio, en 1959. Europe 1. Oui, sur Europe 1. Bonjour, Monsieur monsieur le le maire. Ça va faire 60 ans, tu te rends compte? Ben oui, j'ai passé ma vie à parler de la France. Et à Pierre, tu essayer fais partie de la faire famille. aimer. On a tous l'impression de connaître Pierre Bond, que c'est un cousin, un oncle qui nous parle de choses. Et alors, ma petite France. Jean-Seb parle du Made in France. Qu'est-ce qui se passe dans la petite France, Pierre? Ah, c'est mes petites France. Mes petites C'est parce France. que, oui, ce que j'appelle mes petites France, c'est toutes ces provinces qui font la nation française, mais qui ont gardé chacune leur identité. Bien que les provinces soient administrativement supprimées depuis plus de 2 siècles, eh bien, elles vivent toujours dans le cœur des gens. Et moi, c'est ce qui m'intéresse à travers la France, c'est que d'une région à l'autre, il n'y a pas seulement des produits différents, des paysages, des climats, il y a aussi des caractères différents. Les gens sont différents selon les régions, ils ont des tendances. Les Pays de Loire, par exemple, les Tourangeaux, j'en parle dans mon livre, j'ai un chapitre sur les Tourangeaux, bien sûr. Les Tourangeaux, c'est des gens un petit peu indolents quand même, trop gâtés. La nature les a tellement gâtés, et depuis toujours, qu'effectivement, ils ont tendance à se laisser un peu vivre, mais ils ont en même temps une philosophie et un art de vivre extraordinaire, quoi. Et voilà, vous mettez à table Jean-Sébastien Petit-Demange, Pierre Bond, je vous assure, vous passez un très bon repas. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après l'émission. Mais pour l'instant, je vous propose de devenir sérieux quelques secondes avec un entretien avec Bruno Retailleau sur la région qui annonce justement le plan d'urgence pour l'agriculture. À suivre. C'est une région qui est comme la France, où on a une région à la fois maritime, on a la mer, on a le grand large, et on a la terre, on a la Loire. Nous sommes la plus belle région de France et nous avons les agriculteurs parmi les plus dynamiques. Donc vraiment, j'incite tous les Français à venir. Ils y trouveront des paysages qui sont sublimes, des paysages qui sont variés. Il n'y a rien à voir entre l'Île-Dieu, Noirmoutier et les bords de Loire. Il n'y a rien à voir entre la Sarthe, la Vendée et puis la Mayenne. Bref, ce sont des expériences à vivre. Ce sont en même temps des hommes et des femmes qui sont extrêmement accueillants. On a des sols qui sont très très diverses. On a des terreaux, des terroirs et on a un climat qui correspond bien finalement à l'agriculture, aussi bien sous sa forme élevage que sous sa forme végétale. Et donc c'est la raison pour laquelle je veux que la région Pays de la Loire reste une grande puissance économique et agricole au niveau français et au niveau européen. Quand on est français, quand on est aussi ligérien, quand on est vendéen, dans notre ADN, il y a l'agriculture. Et il n'y aura pas d'avenir économique pour la France d'ailleurs, pas plus que pour la région, sans l'agriculture. Il faut savoir que l'humanité, il lui a fallu attendre des siècles, des millénaires. C'est en 1800 qu'on a atteint le milliard d'êtres humains. Et on nous promet dans quelques dizaines d'années d'être 9 milliards. Il faudra bien sûr nourrir cette population. L'agriculture, c'est un beau métier. Il faut redonner aux agriculteurs la fierté d'exercer ce métier-là et en même temps la possibilité
de vivre des fruits de leur travail. Il faut que la région vienne en aide aux agriculteurs parce que la région des Pays de la Loire, c'est une des toutes premières régions de France. C'est même la première pour la viande bovine, c'est la deuxième par exemple pour le lait de vache, pour beaucoup d'autres productions. On a des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois dans l'agriculture, mais en même temps dans l'agroalimentaire. Et donc évidemment, la région ne peut pas tout à elle seule, mais nous avons des leviers, j'ai voulu les utiliser complètement et très rapidement. Nous avons été sur toutes les régions la première à être en capacité de faire un plan de soutien massif à l'agriculture. C'est 11 millions d'euros que nous avons mobilisés, aussi bien pour soulager les trésoreries. Par exemple, nous allons prendre en charge le tiers dans le cadre de l'année, vous savez, blanche pour l'endettement des agriculteurs. Par exemple, nous avons débloqué tout ce qui était les aides du deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire les FEADER, aussi bien sur le plan compétitivité que sur les mesures agro-environnementales, que sur les mesures agrobiologiques. Donc ça, c'est important. Et puis, nous allons en même temps avoir un plan que nous avons décidé vendredi dernier pour qu'on puisse avoir un approvisionnement local, 100% de produits français, 50% de produits ligériens, Pays de la Loire, et 20% bio et sous signe de qualité. Et je crois que ça, c'est important. Nous avons d'autres mesures, évidemment, je ne veux pas toutes les lister, mais nous sommes aux côtés des agriculteurs. Voilà, Bruno Retailleau. Quelque chose à rajouter, Lydie Bernard? Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région des Pays de Loire, en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des forêts, de la pêche et de la mer, donc ça vous concerne directement là. Non mais vous dire tout d'abord que je ne peux qu'être d'accord avec mon président. On a la plus belle région du monde. Sinon vous allez vous faire engueuler en même temps. Avec des hommes et des femmes de caractère. L'Ouest est reconnu pour Bien ça. sûr. Voilà, on a la chance d'avoir une agriculture très diversifiée, avec des produits issus de filières longues, plus conventionnelles, l'agriculture conventionnelle, mais des produits aussi circuits courts, sous label. Voilà, donc c'est vrai qu'on a une belle région avec une agriculture diversifiée qui peut répondre et à des marchés locaux. C'est le sens de notre politique pour que nos agriculteurs retrouvent un prix. Bruno vient de le dire, hein, on demande à nos lycées sur lesquels on a la main d'aller vers du 100% français, 50% région et 20% bio-label. On va encourager nos lycées privés aussi à aller vers ça, et tout ça fin décembre 2017, donc on souhaite aller vraiment très très vite. Bah justement, c'est là que je voulais vous amener. Je voulais qu'on parle des cantines scolaires parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et moi je voulais comprendre comment ça fonctionne. C'est la région qui gère toutes les cantines de toutes les écoles des Pays de Loire? Alors non, la région a la main sur les lycées publics et les CFA. Ça en fait beaucoup quand même, non? Et oui, alors le nombre je ne le connais pas, mais en tout cas ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au niveau de la région, si on se fédère avec les départements qui gèrent les collèges, ça représente 150 millions de repas. Ah oui, quand même. Et alors, donc je pense qu'il faut bien mesurer l'enjeu du circuit local. Bon, alors la vraie question, parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de produits locaux, on y mange bien? Ah, très bien. Non mais comment ça se passe? Vous faites affaire avec des entreprises qui cuisinent pour tout le monde? Il y a des cantiniers, comme quand j'étais petit, la cantinière de l'école. Comment ça se passe? Alors en fait, t'as connu ça toi, Jean-Seb, aussi? Pour structurer, pour aller vers le projet Manger local, c'est pas banal, parce que c'est notre leitmotiv pour la restauration hors domicile. En fait, il y a plusieurs étapes. Il y a une première, c'est structurer l'offre, c'est-à-dire faire en sorte que ce que souhaitent les restaurations collectives, que nos producteurs puissent leur proposer. C'est ce qu'on appelle la structuration de l'offre. La deuxième étape, c'est l'accompagnement de nos cuisiniers et des restaurations collectives pour semer un état d'esprit du manger local. C'est pas banal. Mais dites, ça coûte cher à la région? Je pense que ça coûte... Alors, en euros... Je pense pas. Ça coûte par contre cher en état d'esprit et en énergie à dépenser pour encourager le manger local. Mais je pense que c'est vraiment un beau sujet. On est très exactement dans le problème du Made in France. Le côté locavore est exactement la même problématique. C'est bien beau d'aller délocaliser ailleurs, d'aller acheter ailleurs, mais fabriquer sur place, acheter sur place, ça veut dire créer des emplois sur place, ça veut dire maintenir une infrastructure et agricole et industrielle et humaine. Donc ça rapporte en taxes, ça rapporte en emploi, en droit, et on évite
du showmatch. Enfin, il y a tout. Il y a du je donne, je prends. C'est du gagnant-gagnant de jouer le locavor et de jouer de Made in France. Alors effectivement, peut-être ça coûte un poil plus cher, mais je crois que sur le long terme, de toute manière, on s'y retrouvera. J'ai pas l'impression que vous allez dire le contraire, Lydie. Non, mais moi, je voulais juste, pour conclure, dire que c'est un acte citoyen. Vous avez raison. On va partir maintenant retrouver pour son premier duplex notre Diane, qui est avec Vincent Hérissé. On va parler du label Les Produits en Ray, c'est ça? Exactement, Eric, super. Tu m'as écouté, c'est merveilleux. Alors bonjour Vincent. Alors qu'est-ce que c'est ce label Produits en Pays de Ray? C'est quoi sa mission? À quoi il sert? Alors le label Produits en Pays de Ray, il sert à promouvoir les produits du Pays de Ray qu'on est capable de faire. On est une région où on a énormément de produits du terroir, entre la mer, la terre, le vin, les légumes, le sel. Donc l'objectif de tout ça, c'est vraiment de promouvoir tous ces beaux produits du terroir et justement les présenter en restauration ou même... Elle regroupe quel type de famille, cette association, ce label? Alors on a 3 collèges. On a un collège producteur, donc c'est les agriculteurs, c'est les viticulteurs, les maraîchers qui sont regroupés pour donner nos produits, enfin vendre nos produits, promouvoir nos produits en circuit court et en vente directe. On a un deuxième collège, ce sont les restaurateurs qui sont là pour promouvoir nos beaux produits du terroir, les mettre en valeur dans des recettes. Et ensuite, on a un collège distributeur qui permet de retrouver tous ces beaux produits dans les grandes distributions de notre région, le Pays de Ray. Et alors justement, et c'est là que Eric va être super jaloux de moi encore une fois, vous avez 2 chefs qui nous ont préparé, qui m'ont préparé spécialement pour moi, des petites choses à manger qui viennent spécifiquement de votre région. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que je peux goûter? Qu'est-ce que c'est? Alors là, on a des huîtres avec une... Ça, c'est de l'huître? Ouais, c'est une huître J'adore. pochée dans son jus avec pochée. Je vous laisse parler. Donc Non mais désolé, moi j'étais sur mon assiette, j'oubliais qui parlait. Donc là, c'est une huître pochée dans son jus avec un petit peu de safran sur le dessus. Donc c'est à déguster, c'est sympa. Alors après, justement... Mais c'est horrible, il faut que je tienne le micro et je peux pas manger. L'objectif, justement, avec ça, c'est qu'on a des accords mets-vins. Donc après, on a des cépages typiques de la région, comme le Gros-Gris ou le Chardonnay, qui vont très bien avec ce genre de mets. Je goûte, je prends 2 secondes pour goûter rapidement, parce que c'est un enfer sinon. Déjà que je me fais chambrer par Eric. Non, c'était bien tenté, je te jure. Mais j'en ai fait des pires hier soir. C'est délicieux. Alors les 2 chefs, ils sont là. Ah, il y en a un qui a disparu. Bah non, ils cuisinent. Nous avons 2 chefs, Pascal et Fabrice, qui ont concocté ces... Parce qu'il y a le dessert aussi. Regardez, tout est là. Je vais pas pouvoir tout manger. Voilà ça. Ensuite, on a un filet mignon de porc au vin blanc. Donc c'est la deuxième petite verrine. Et après, on a deux verrines sucrées où on a un... J'ai la mémoire qui flanche. Vous savez quoi, Eric? Oui. Je te laisse, on finit plus tôt. Moi, je vais goûter tout ça et je te retrouve au prochain duplex. Désolé, on arrête là. Je n'arrive pas à comprendre la taille de guêpe de Diane qui ne cesse de manger depuis le début de ses émissions. Oui, mais à la différence de toi et de nous, c'est qu'elle mange que pendant 9 jours au salon. Ah oui, nous on mange pendant tous les autres. Voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Max, il y avait peut-être une question sur Twitter, on m'a dit. TODT, donc à destination de Lydie Bernard. Donc beaucoup de débats autour des menus dans les cantines scolaires. Concrètement, comment faites-vous pour conjuguer les menus entre les allergies et les diverses confessions religieuses des élèves? Bah écoutez, on essaie de dialoguer, trouver le compromis. D'accord, tout simplement. Et ça se passe au cas par cas et c'est peut-être la question la plus intelligente. Oui, vous voulez dire quelque chose, Emmanuel? Bah oui, parce que en fait, moi, je le vis au quotidien et on crée des commissions de choix de menus entre le chef de la cuisine, des représentants des élèves, des représentants du personnel, le personnel enseignant, de vie scolaire ou technique. Donc effectivement, il y a une réalité de... L'intelligence du cas par cas aussi, ça peut, tout à fait, bien sûr, et de regarder les choses dans les yeux. Et un choix qui est assez diversifié. Absolument. Pierre, comment as-tu fait, toi, pour garder ta ligne de jeune homme en étant un grand voyageur et un grand gourmand? J'ai pas de secret. Et pourtant, je te jure que je ne me suis pas privé, que j'ai vraiment goûté à tous les délices de toutes les régions de France. Mais voilà, mais j'ai aussi beaucoup voyagé, beaucoup marché. Enfin bref, j'ai pas de secret à donner, je suis désolé. Mes petites France, et il la connaît bien, sa France, Pierre Blonte. Claude Cochonou, je voudrais qu'on parle de cette région. On estime à
un peu plus de 34 000 le nombre d'exploitations agricoles de notre belle région. Je disais tout à l'heure, c'est la première région de France pour la production de viande bovine et de volaille et la deuxième pour la production de lait. Mais vous êtes fortement touché par la crise. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on est toujours en plein dedans? Alors deuxième région aussi en porc. Première région en France pour les signes de qualité, labels et autres. 40% des labels en volaille sont produits dans la région des Pays de la Loire. Donc la qualité tire vraiment l'économie et malgré tout... Est-ce que c'est une des solutions d'ailleurs à la crise? C'est une des solutions. Donc la crise, ça joue un effet amortisseur pour cette crise, mais malgré tout, la crise a une telle amplitude que ça ne suffit pas. Et donc aujourd'hui, l'économie agricole des Pays de la Loire souffre comme le reste de l'économie française. Je disais une particularité des Pays de la Loire, il y a de ça quelques temps, sur l'endettement des agriculteurs. Qui semble être un peu plus important. L'endettement est un des révélateurs de la crise. Évidemment, quand un secteur est en difficulté, on le mesure à l'endettement des entreprises. Et aujourd'hui, on a un endettement qui est en train de se creuser, et notamment des problèmes pas seulement des problèmes de trésorerie, aussi des problèmes de rentabilité sur des périodes plus longues. En même temps, je ne vais pas chercher la bagarre, mais il semblerait que vous attendiez des paiements des aides promises par l'État et que ça dure depuis des mois. On en est où? L'État, on connaît tous la situation financière de l'État. L'État a pris en septembre des engagements forts vers l'agriculture. Bon, il est vrai que ça tarde à venir, mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que par rapport à l'ampleur de la crise, les aides de l'État, les aides de la région ne suffiront sans doute pas pour résoudre... Y compris la baisse des charges sociales, c'est pas suffisant? Si, la baisse des charges sociales, c'est significatif. Pour une exploitation moyenne qui pourra en bénéficier dans la région du Pays de la Loire, c'est 1 500 €. 1 500 € quand vous êtes en crise, c'est pas rien quand même. On le mesure bien, et on mesure bien l'effort qui a été fait par l'État. Mais il faut chercher d'autres solutions, et une partie des solutions est quand même pas en France, mais est à Bruxelles. L'Europe doit remettre en place des dispositifs de contrôle des productions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas capacité à être livré complètement dans le grand bain de la mondialisation, dans la mesure où, par ailleurs, nous avons quand même des charges franco-françaises, européennes. On a des charges spécifiques qui sont liées à nos régimes sociaux, à notre manière de respecter l'environnement. Donc on doit avoir aussi des règles qui fassent que nos produits ne soient pas... nos marchés ne soient pas envahis par d'autres produits. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais conclure avec vous. La première, c'est justement, vous évoquez ça au tout début, l'agriculture biologique. Il semblerait qu'aujourd'hui, on gagne mieux sa vie quand on fait du bio. Alors l'agriculture biologique est un signe de qualité parmi d'autres, spécifique, un signe de qualité parmi d'autres, et on gagne mieux sa vie en agriculture biologique sous réserve qu'on ait un marché en face qui soit en mesure de payer le prix avec une valorisation supplémentaire. Alors il faut aussi veiller, y compris en agriculture biologique, à ne pas avoir une offre plus importante que la demande, parce que les règles économiques s'appliquent aussi à l'agriculture biologique. Ma dernière question s'adresse, on les a juste en face et ils sont vraiment super, on est devenus très copains avec eux, les jeunes agriculteurs. Ma question s'adresse justement aux jeunes qui arrivent dans la région. Les agriculteurs est une population qui vieillit. Comment on fait pour faire l'envie, pour donner l'envie à des jeunes? Alors aujourd'hui, la région des Pays de la Loire, mais les chiffres sont presque les mêmes au niveau national, 50% des exploitations vont changer de main dans les 10 ans qui viennent. Donc ce qui veut dire que... Mais le profil, c'est quoi? C'est le fils? Pas forcément, puisque aujourd'hui on installe en Pays de la Loire, on installe autant de jeunes non issus de l'agriculture que de jeunes issus de l'agriculture. Donc ce qui veut dire que tant au niveau de la formation qu'au niveau de la manière de les accueillir, au niveau de leur manière de capitaliser, ça va être complètement différent que ce que nos générations ont connu. Bien sûr. Et malgré tout, on sait que si on ne renouvelle pas suffisamment ces agriculteurs, il y aura toujours de l'agriculture dans les Pays de la Loire, mais l'agriculture va changer de visage. Et donc d'une agriculture très tournée vers l'élevage et les cultures spécialisées à plus forte valeur ajoutée, on risque d'avoir une agriculture qui va se céréaliser, ce qui n'est pas péjoratif, mais une agriculture plus céréalière, avec moins de création de valeur ajoutée. Et donc évidemment, on fait tout pour inciter les jeunes à s'installer dans les Pays de la Loire. Mais il faut bien reconnaître que le contexte économique actuel ne nous y aide pas. Parce que dire à un jeune, vous devez mettre 2 millions d'euros dans une exploitation agricole pour dégager un revenu proche de zéro quand ce n'est pas un revenu négatif, ça donne pas très envie. Ça fait pas rêver quand même. Merci Claude Cochonneau. Je vous propose, pardon de vous couper, mais Diane est en train d'essayer de nous expliquer ce qu'est l'association Crapal. C'est quoi? C'est un crapal, des crapauds Bon d'accord, mauvaise vanne. Le crapal, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un nom un petit peu barbare, hein, le crapal. Hubert est avec nous pour nous expliquer ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est le crapal? Parce qu'Éric, là, il est complètement perdu. C'est pas vrai. Alors, en fait, le crapal, c'est le conservatoire régional des races animales de Pays de la Loire.
Et traduction, ça veut dire quoi? On fait quoi au Crapal? Au Crapal, on travaille avec l'ensemble des amateurs et des éleveurs sur l'ensemble des races à petit effectif sur toutes les régions de la Pays de la Loire. Et ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ce sont des races qui ont été menacées de disparition, c'est ça? Vous essayez de les sauver? Voilà, juste après-guerre, avec la mécanisation, on a eu des races qui ont été délaissées et le travail, c'était de repérer les effectifs, vraiment un petit effectif, pour être accompagné avec, j'irais, sur une action de sauvegarde et accompagné par le conseil régional, j'irais, pour travailler à la réhabilitation de ces races-là dans le milieu naturel du territoire. Alors, on a 2 exemples concrets autour de nous. Violette, regardez-la si elle est mignonne, Violette. Là, franchement, cette vache, elle donne envie. Hein. Qu'est-ce que c'est comme vache, ça? Alors ça, c'est une race marichine qu'on retrouve donc en Vendée et Poitou-Charentes, principalement, qui faisait partie d'un rameau qu'on appelait autour de Cholet. Et elle avait, on va dire, 4 cousines, la Choletaise, la Partenaise, la Nantaise et la Marichine. Et c'est une vache à viande, c'est ça? Alors, c'est une race à viande aujourd'hui, mais qui était à l'origine mixte. Et elle servait surtout pour le travail au tout début. Et alors, derrière vous, il y a les brebis de Belle-Île, pareil, qui ont été sauvées de l'extinction, de l'extermination. Maintenant, c'est quoi l'effectif de ces brebis? Alors aujourd'hui, on est passé de 15 à 520. Donc c'est tout le travail qu'on a été accompagné par le conseil régional pour travailler sur la sauvegarde de cette race. On l'a appelée la Belle-Île parce qu'en fait les dernières, elles étaient sur l'île de Belle-Île, mais en fait on les avait sur toute la région Bretagne et elle s'appelait la Mouton de Deux. Merci beaucoup Hubert. Et en 2018, attention, c'est la fête de la Nantaise, ça s'appelle Pas Bête la fête, ce sera dans le village de la Drénie. À la dernière édition en 2014, il y avait eu 50 000 personnes, n'oubliez pas, en 2018. Merci Diane, je peux vous demander de faire un petit tour sur la caméra pour que vous montriez la jolie tresse que vous avez, parce que c'est vraiment très mignon. Non, vous voulez pas le faire? Qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir Violette? Je veux voir ta tresse. Elle a une très jolie tresse, Diane. Ouais, elle nous entend pas, c'est pas grave, on le fera tout à l'heure sur le plateau. Voilà. Ça va, je sais pas, il m'a parlé. Il y a un truc, on parle beaucoup d'agriculture, on en a parlé. Il y a aussi dans cette région Pays de la Loire un département qui me tient à cœur et à Thierry Drapeau aussi, c'est la Vendée. La Vendée qui a une façade atlantique où il y a une vraie histoire de pêche, parce que moi j'ai des souvenirs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie d'avoir découvert des pêcheurs incroyables qui étaient drivés par une personne qui a relancé une conserverie fabuleuse qui est la Perle des Dieux, qui fait sans doute pour moi, on n'est pas à la télé donc on peut citer les marques, hein, c'est pas un problème, hein. Mais il faut... Comment ça on n'est pas à la télé, tu la veux celle-là? Ah bon, on est filmé? Non mais la Perle des Dieux, c'est pour moi les plus belles sardines en boîte, et les conserves de sardines, c'est quelque chose de fabuleux. Il y a Thierry qui fait une cuisine extraordinaire. C'est à la fois un terroir terrien, mais c'est aussi un terroir maritime avec Noirmoutier. Tu aurais pu demander à Laurent Boyer de venir. Avec l'Île-Dieu, il y a toute une gamme de produits incroyables pour cuisiner. Eh bien, si vous êtes d'accord, Thierry, on fera connaissance justement avec vous et les Pays de la Loire tout à l'heure. Si tu me permets, je voulais parler avec ce monsieur là-bas. Ah bah oui, je te permets. Emmanuel Fournier. C'est chez toi? Bah oui et non en même temps. Tu vois, quand tu es là, on est un peu à partager le lit. Hein. Vous êtes enseignant en zootechnie et ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi? Alors la zootechnie, donc c'est sur le fond, c'est la biologie, l'enseignement de la biologie animale, mais appliquée aux animaux d'élevage. D'accord. Voilà. Donc c'est une discipline qui est propre à l'enseignement agricole. Ouais. Et donc il y a une partie zootechnie générale, donc alimentation, reproduction, génétique, bien-être animal, le sanitaire bien évidemment, et puis une partie appliquée aux conduites d'élevage. Comment concrètement on élève des vaches laitières, des porcs, des volailles, etc. Alors, dans la Mayenne, généralement, c'est de la polyculture, si je ne dis pas de bêtises. Vous apprenez tout dans votre lycée? Alors, polyculture, élevage. Donc, on a plusieurs pôles de compétences sur l'établissement. Un pôle donc élevage, bien sûr, qui correspond aux grandes dominantes de production animale du département. Donc, le lait, la viande, le porc. On a la filière cheval également, qui est bien représentée sur l'établissement. La filière agroalimentaire. Et puis, la filière apicole. Alors, évidemment, on ne va pas avoir le temps de parler de tout, mais j'aimerais que vous me parliez de la filière cheval, parce que c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, sur l'établissement, donc on a 3 centres constitutifs. Un centre de formation des apprentis, plutôt sur le milieu des courses. Donc, tous les métiers qui touchent le milieu des courses. Donc, du soigneur des équidés jusqu'aux jeunes donc, qui se destinent à driver, à entraîner les chevaux. Vous avez aussi des pilotes, enfin des jockeys? Driver.
Oui, ils sont en formation, ils sortent dans des centres d'entraînement. C'est très étrange. Alors, bizarrement, vous ne dépendez pas du ministère de l'Éducation nationale. Absolument pas. Et alors pourquoi ? Notre particularité, c'est l'enseignement agricole. Je pense que c'est les bonnes orientations agricoles des années 60. Il y a des experts là qui vont confirmer, qui a décidé que chaque département devait se doter d'un établissement de formation publique pour former les jeunes agriculteurs, enfin les futurs agriculteurs du département. 125 hectares, vous produisez du lait, vous élevez des porcs label rouge, des ateliers technologiques. Des ateliers technologiques qui sont des supports de formation, une exploitation, un centre hippique, une halle agroalimentaire. Oui. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant faire ce qui s'appelle à la télévision, d'un point de vue purement technique, ce qu'on appelle un teaser. Dans 3 minutes, Pierre Bonte et Jean-Sébastien Petit-Demonge vont vous mettre l'eau à la bouche en interviewant eux-mêmes l'un des plus grands chefs de la région. Mais ce sera après un film. C'est bien ça pour que tout le monde reste. Je vous invite à passer maintenant une journée en Brière, un marais qui est devenu aujourd'hui un parc naturel. On y va en barque. Une journée en Brière, ça commence forcément par une balade sur l'eau. Et pourquoi pas au départ de la Tanière sur l'île Fédrin. C'est ici que vit et travaille Philippe Garou. La Tanière, c'est une cabane en bois qui fait office de musée. Philippe y retrace toute l'histoire du marais briéron, devenu aujourd'hui un parc naturel. Cette courte séance pédagogique permet ensuite aux visiteurs d'avoir toutes les clés pour mieux apprécier la balade en chaland, cette petite barque à fond plat, typique de la région. cœur des filles c'est du morta et c'est du rot, mais pour elle va quand même pas te foutre à l'eau. De ragondin faudra que tu fasses un manteau, et peut-être bien que t'auras le cœur de Mario. Reste ici, prends une bidouille, pose ton paco. Si t'assois sur la table, y'a le bricot. Mon berlingot, tu sais la mer, c'est pas du clos. Étranger, fais ta brière par les canaux. Étranger, fais ta brière par les canaux. Étranger, fais ta brière par les canaux. Il manque plus que le masque et le tuba. Vous êtes en direct avec nous sur Campagne TV depuis le Salon de l'Agriculture, en direct avec un public nombreux et chaleureux. Ça va, ça vous plaît ? Très bien, on ne s'est pas encore fait lyncher, ce qui est quand même la bonne nouvelle. Ça aurait pu nous arriver, Jean-Seb. Je vous annonçais Thierry Drapeau. Alors Thierry Drapeau, c'est quand même un chef 2 étoiles, un brillant chef qui tient le logis de la Chaboterie en Vendée. Votre papa était cuisinier du dimanche, en fait. C'est lui qui vous a donné la passion ? Oui, c'est mon papa, effectivement. C'était des repas de fête tous les dimanches. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pris goût avec mon papa qui cuisinait tous les dimanches matins. Le matin, c'était ses courses, d'aller choisir le plus beau produit. Ouais. C'était un ancien boucher, hein, et donc il fallait toujours le meilleur morceau de viande. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que vous avez été beaucoup plus loin que papa, puisque vous avez fait le Tour de France. Vous avez fait sans doute ce qui se fait de mieux, un petit passage par le Grand Véfour, je dis ça pour faire du name dropping, et puis vous revenez quand même au pays d'origine. Pourquoi ? Parce que mes racines sont là-bas. Ouais.
Et ma volonté, c'était de mettre notre région en avant à travers une cuisine et des produits. Thierry, il va maintenant vous arriver quelque chose de... Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. J'ai demandé à Pierre et à Jean-Seb de s'occuper de votre cas. Messieurs. Déjà, non mais avant... Parce que je crois qu'ils sont un peu fans quand même. Hein. Thierry, déjà, vous travaillez pas dans n'importe quel endroit. Parce que le logis de la Chaboterie, c'est quand même en Vendée un des lieux les plus emblématiques qui soit dans l'histoire de la Vendée, puisque c'est là où le général Charette a vécu ses dernières heures. C'est toute l'histoire des Vendéens, des Blancs contre les... Voilà pourquoi je m'étais marié avec lui à la radio. Hein. Non mais c'est un endroit à visiter et à manger chez vous. Bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un endroit stratégique de la Vendée. Vous savez, je suis arrivé en 2004. En 2004, quand j'ai visité ces lieux... c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit là il y a une vraie histoire à raconter. Il y a l'histoire comme vous l'avez évoqué, donc les guerres de Vendée. Et je dis aujourd'hui j'aimerais raconter mon histoire aussi à travers une vraie cuisine. Mais alors quels sont les produits que vous mettez en avant particulièrement? La Vendée c'est quoi essentiellement? Il y a le canard de Châlons, c'est considéré comme produit vendéen ça? Écoutez, le canard de Châlons c'est un incontournable, vous savez. Ouais. J'ai un souvenir en 2004, juste avant que je m'installe. Monsieur Terrail, quand il est encore parmi nous, de fêter son 1 000e canard à la Tour d'Argent. Qui venait de Châlons, hein? Qui venait de Châlons. Donc c'est la maison, c'est une maison, c'est vrai, qui est reconnue dans le monde entier, qui s'appelle la maison Burgot, qui fait un canard au sang qui est exceptionnel. Et aujourd'hui que je travaille depuis des années et qui est toujours de même qualité. Hein. Vous continuez la tradition du canard toujours, au sang. toujours. Voilà. Et à part ça, comme produit vedette? Bah écoutez, aujourd'hui on a des produits vedettes qui sont, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a des ports de pêche qui sont des vrais ports de pêche. La sardine de Saget de Croix-de-Vie, comme on l'a évoqué, la sole des Sables d'Olonne. Donc ces produits-là, aujourd'hui, c'est mon histoire, c'est aussi un grand travail de mes assiettes. Parce qu'à 50%, je dirais, de mon travail, c'est aujourd'hui le produit pour le produit. Hein. Et oui, parce que le Vendéen, c'est surtout un bosseur aussi. Hein. Et surtout un entrepreneur. Il y a un esprit d'entreprise en Vendée qui est exceptionnel. Moi, mon expérience, c'est que c'est le pays le plus entreprenant de France, avec un taux de réussite extraordinaire. Justement, je voudrais juste rendre hommage, je fais une parenthèse, parce qu'il s'est passé quelque chose hier, justement, grâce à quelqu'un qui est vendéen, qui est totalement historique. Hier, un garçon qui s'appelle Nicolas de Villiers, qui est le président du Puy du Fou, est parti en Angleterre. Et il a réalisé un exploit parce que personne ne le savait. Ça a été comme ça dans quelques petites gazettes. Mais il y a 3 jours a été mis en vente la bague de Jeanne d'Arc. L'anneau de Jeanne d'Arc que l'évêque Cochon avait pris à Jeanne d'Arc parce qu'il était soi-disant magique et qu'il avait réalisé des miracles. Donc comme ça n'était pas bien vu par l'Église à l'heure actuelle, il lui avait piqué la bague et les Anglais du coup l'ont emmené en Angleterre. Cet anneau de Jeanne d'Arc, qui est quand même un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de France, était en Angleterre depuis 1431. Il a été mis en vente par le propriétaire anglais. Nicolas de Villiers a été mis au courant il y a 3 jours. Il a fait une levée de fonds. Il a fait du crowdfunding. En 3 jours, il a réussi à récupérer les 376 000 € aux enchères et il a arraché au nez et à la barbe des Anglais la bague de Jeanne d'Arc qui va revenir en France. Et elle va être où? Elle va être exposée au Puy du Fou à partir de la réouverture du Puy du Fou et je trouve ça absolument génial et là ça aussi c'est un esprit vendéen. C'est l'esprit d'initiative, c'est toujours l'adaptation aux circonstances et aux évolutions de l'histoire. Voilà, Pierre Bonte et Jean-Sébastien Petit-Demange, je voulais des spécialistes. Il y en a un. Moi, il y a quelque chose qui me fascine chez vous, c'est le sens de la précision. Parce que quand on a un relais château, quand on a 2 étoiles au Michelin, on ne peut rien laisser au hasard, Thierry. Non, c'est un travail de tous les jours, c'est un effort tous les jours. Non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé à l'excellence, y compris quand vous n'êtes pas en forme, quand vous êtes fatigué ou malade, quoi. C'est ça qui est dingue. Humainement, c'est très compliqué. On est comme tout le monde, on a des moments où on est plus fatigué que d'autres. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Le client qui vient chez nous aujourd'hui, il veut une qualité de produit, une qualité d'assiette. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de le tromper. Hein. Pas le droit de faux pas. Donc, c'est un effort en permanence. Oui, ce sont des étoiles. Et puis l'accueil du relais château aussi, c'est pas rien. L'accueil du relais château, c'est remis en question tous les jours, 2 fois par jour. Parce que c'est 2 services, mais c'est aussi 2 productions avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mise en place. Donc, c'est 4 efforts par jour en permanence avec des gens qui m'entourent. Parce que c'est pas aussi que moi, c'est une équipe aussi autour de moi. Et aujourd'hui, il faut être un vrai meneur, mais aussi être juste et faire comprendre qu'aujourd'hui, on doit être des provocateurs de plaisir.
Merci beaucoup Thierry et merci les copains, vous êtes formidables. Jean-Seb, Pierre Bonte. Chaque fois qu'on peut t'aider, tu nous appelles, il n'y a pas de problème. Hein. Surtout maintenant, je suis à la retraite, moi, tu peux m'appeler. Bon. Très bien, on va noter ça les copains pour Campagne TV. Il faut que j'en parle à Olivier Allemand. Je vous propose de retrouver ma copine Diane aussi. Alors Diane, on parle maintenant à tes côtés avec Antoine Mercier, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais je te montre mes cheveux, c'est ce que tu voulais voir tout à l'heure. Je voulais voir ta jolie... Regardez, elle a une jolie tresse. Donc Antoine Mercier, Antoine, vous êtes, je suis troublée. Vous êtes viticulteur depuis 4 générations, je crois. Hein. Depuis 1964, vous faites tous les salons d'agriculture. Enfin, pas vous, 4e génération. Alors, vous nous avez préparé une petite sélection de vins d'Anjou qui sont, paraît-il, merveilleux. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est ces vins, enfin, à quoi ils correspondent, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. Alors donc moi je suis exploitant à Chaux-de-Fonds-sur-Layon, j'exploite 30 hectares de vignes et je viens présenter au Salon de l'Agriculture une palette de vins d'Anjou, notamment des vins effervescents. Hein. Alors je profite de mon nom de famille, Mercier pour l'écrire, et sinon c'est l'appellation Anjou effervescent. Hein. D'accord. C'est un vin qu'on peut consommer à l'apéritif ou en dessert, on le fait en brut ou demi-sec. Ensuite, nous avons l'Anjou Village. Voilà, donc dans les vins d'appellation Anjou, vous avez les appellations rouge, rosé et blanc. Alors là, je vous présente un Anjou Village 2014 qui vient juste d'être mis en bouteille et qu'on est prêt à commercialiser. Et qu'on pourra boire avec les vins d'Anjou sont très très faciles à boire et ils sont abordables au niveau prix. Donc c'est un... jolie bouteille pour celle-ci. Alors ça, c'est le Cabernet d'Anjou, vin qui plaît de plus en plus. C'est un vin légèrement sucré que vous pouvez... On dit que c'est le vin du facteur, parce que quand le facteur... il y a de moins en moins de facteurs maintenant, avec Internet, hein, mais quand le facteur vient, il prend toujours un petit verre de rosé, parce qu'on peut l'avoir dans le réfrigérateur, et puis ce vin-là est frais, et ça peut se conserver très longtemps dans la bouteille. Merci Antoine. Alors on n'a plus le temps de parler des deuxièmes, mais quand même, on les montre à l'image, les 2 derniers. Voilà, allez. J'aime bien le... Merci beaucoup petite Diane. J'aime bien le vin du facteur, moi. J'aime bien. Il y a un truc on est obligé d'en parler, enfin le chenin qui est quand même un des plus beaux, le chenin blanc qui est un des plus beaux cépages du monde, qui est un vin qui est juste unique, Montlouis-sur-Loire, c'est quand même un des vins les plus incroyables qui soit au monde, il faut quand même le citer. Oui, non mais t'inquiète, on en goûtera en plus tout à l'heure. Je voudrais te parler d'un type formidable qui a un zoo dingue, le zoo de la Flèche, Stéphane Dacuna. Stéphane, vous êtes le directeur du zoo de la Flèche. C'est un des plus grands parcs zoologiques de France. 14 hectares, des milliers d'animaux, 150 espèces différentes, dont des animaux comme des éléphants, etc. Mais il y a une particularité, votre zoo, c'est qu'ils ne sont pas dans des cages. Alors oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a essayé autant que faire se peut de recréer des environnements très naturels, le plus naturel possible. Ouais. C'est peut-être des marques de fabrique du parc. Et puis, depuis quelques années, nous avons innové très fortement en proposant en fait des hébergements de très haut niveau à l'intérieur du parc, en immersion totale sur les environnements animaliers, pour recréer ce concept de lodge, encore une fois, qui est tout à fait unique, c'est-à-dire par ce caractère d'immersion et surtout par la qualité de la prestation. Oui, alors ça justement, on va y revenir. Mais juste pour expliquer à ceux qui sont en train de nous regarder sur Campagne TV, le zoo, c'est 345 000 visiteurs par an quand même, c'est-à-dire c'est une belle entreprise. Vous employez combien de personnes? Alors écoutez, nous sommes 78 équivalents temps plein donc sur l'année et puis avec des pointes à 130-140 personnes. Un zoo qui fête ses 70 ans. Et le parc qui fête absolument, qui a été le premier parc privé créé après-guerre sur l'idée originale d'un homme hors du commun qui était un petit peu dans la lignée des Paul-Émile Victor et Jacques-Yves Cousteau, qu'il connaissait d'ailleurs, Jacques Bouillot, avec qui j'ai eu la chance et le bonheur, oui, bien sûr, de travailler. Moi j'étais très très copain avec ces petits-enfants que je vois toujours aujourd'hui. Et donc c'est pas tout à fait par hasard. C'est une histoire. Voilà, pour vous c'est une histoire. C'est une histoire extrêmement personnelle. On en parlait avec Stéphane qui devient chef parce que son papa cuisine. Vous c'est parce que vous avez croisé la bonne personne. Oui, sans doute, probablement. Ouais. Et j'avais cette âme pour le coup naturaliste. J'ai fait une formation très classique de Sciences Éco, école de commerce, mais avec cette. Mais il y a quand même un truc, c'est que vos animaux, évidemment, ils sont en cage, mais ils sont en captivité, mais ils sont quand même en liberté. C'est pas dangereux. Ils sont ils sont pas en liberté. On peut assister au repas des animaux. Ils sont en captivité dans des environnements naturels où on recrée en fait les conditions pour respecter le mieux possible les caractéristiques, la physiologie des animaux, mais ils sont surtout en captivité
pour travailler dans le cadre de programmes de conservation, de reproduction et de conservation. Donc reproduire ces animaux avec une fin ultime, c'est ce que nous venons d'aller faire là en République démocratique du Congo avec un très bel échange avec ses amis qui œuvrent sur ce programme de conservation pour réintroduire ces animaux dans leur milieu naturel, parce que c'est la finalité aujourd'hui des parcs zoologiques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait finir par ça. On peut aller dormir dans un endroit dingue au milieu des animaux chez vous. Absolument. Racontez-moi ça. Oui, écoutez, c'est ce concept. Et pour peu que Stéphane nous fasse un repas, c'est top. Hein. Oui, alors on travaille d'ailleurs avec, puisqu'on a voulu monter encore une fois le niveau de prestation de façon. Moi, j'ai découvert et j'ai imaginé ce concept dans le cadre de mes nombreux voyages, notamment en Afrique australe où j'adore aller. Et pour ce qui est de la prestation culinaire, nous travaillons avec un chef étoilé de la Flèche qui est un très bon copain, Camille Constantin, du Moulin des 4 Saisons. Et donc nous offrons aussi une prestation pour le coup culinaire de très très haut niveau. Mais c'est quoi? C'est des chambres Ce sont des lodges, exactement ceux que vous comme pouvez trouver. en Afrique Alors on cale, on cale toujours c'est-à-dire la thématique en fonction de l'environnement. Donc on a les thématiques Grand Nord. Par exemple, les derniers lodges que nous avons initiés sont des lodges sur les grizzlies. Donc un très très bel environnement qui fait penser aux rocheuses nord-américaines ou du Canada, et avec des environnements, y compris des matériaux qui viennent de là-bas. On fait le câlin à l'ours après le matin. Non, vous ne faites pas câlin, vous êtes avec. C'est-à-dire que vous avez 100% de surface vitrée dans le lodge, et j'ai des photos. C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes dans un fauteuil club avec un feu de cheminée sublime à côté de vous, et vous avez 3 grizzlies qui sont dans un rapide qu'on a recréé complètement de façon extrêmement naturelle, et vous êtes avec les animaux, mais c'est totalement bluffant. Formidable. Ce qui est extraordinaire, il faut rendre hommage à tous les parcs zoologiques en France aujourd'hui, parce que pour voyager depuis 30 ans pour le guide du routard et les avoir tous parcourus, il y a une montée en gamme, une montée en qualité, parce qu'il a fallu prendre soin du bien-être animal déjà, de la conservation, et vous offrez de plus en plus de produits touristiques innovants qui vont soit dans ce que vous faites, les lodges, soit dans ce que fait Beauval, c'est-à-dire les échanges avec les pandas. C'est une obligation aujourd'hui d'être compétitif aussi. Oui, je pense qu'il a fallu effectivement ce métier, entre guillemets, c'est beaucoup professionnalisé. Il a fallu se renouveler, il a fallu innover. Chacun avec sa sensibilité, chacun avec ses équipes, son ressenti, etc. Effectivement, ce sont des produits qui ont énormément évolué au cours de ces dernières années. En tout cas, c'est un endroit qui nous a fait craquer, Stéphane. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. On va partir maintenant. Justement, on parlait de notre copain commun, Laurent Boyer, qui est de Noirmout, comme il le dit lui-même, Noirmoutier. Quand on va à Noirmoutier, il y a un endroit qu'il faut traverser, c'est le Gois. Regardez.
fait, il n'y a que moi qui regarde ces images avec la bouche ouverte parce que vous connaissez tous cette région, vous connaissez tous cet endroit. C'est génial. Non, mais je découvre en fait que... Si tu prends pas le pont, tu prends le Gois, tu vois. Mais c'est génial. Oui. C'est super beau. Voilà. Diane va nous rejoindre maintenant et je veux aussi Pierre. Pierre va venir à nos côtés parce que Pierre était confortablement assis. Diane, je crains le pire. Alors, tu peux. Diane avait une mission depuis le début de cette semaine d'émission que nous faisons en direct du salon. C'était de me faire une petite surprise. Au début, je trouvais ça drôle. Jusqu'au jour où on m'a dit, tu vas voir. Oui, bah, foutez-vous de moi. Vous. Donc Pierre et Jean-Seb, je compte sur vous pour tenir la boutique quand je vais tomber dans les pommes. Il faut que les téléspectateurs voient ce que c'est d'abord. Ah, super. Regardez ce que c'est. Non mais Diane, ça suffit. Alors, tu prends dans ta main. Ou je te le mets directement dans la bouche. Non, je vais te le mettre directement dans la bouche. Tu vas avoir une impression de pickles. Ouvre la, mets la tête en arrière. Vas-y. Mets la tête en arrière. Voilà, bienvenue dans Koh-Lanta. Non mais, paraît que c'est très bon. Hein. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? C'est quoi? Bah regarde ce que c'est maintenant. Oh merde, mince. Ce sont des verres. Les enfants, oui, je viens de la farine de verre. verre. Mais qui veut goûter? Non, mais pour l'apéro, c'est génial. C'est plein de protéines, plein d'oméga 6, d'oméga 9, non, c'est pas de dégueu. fibres. Vous voulez goûter? Ça, non, pas obligé. Hein. En fait, ça ressemble un peu, vous savez, ces petites graines là, les trucs Pipassol qu'on appelait. Ouais, ça ressemble. Oh, ça va. Non, c'est vrai, c'est bon. Ça aurait pu être pire. Bon, merci. Tu crois que je peux goûter moi aussi? Mes petites France de Pierre. Made in France de Jean-Seb. Les copains, je suis tellement content de vous avoir eu sur ce plateau. Les deux grands connaisseurs de la France, c'est bien de vous avoir côte à côte. Merci à vous tous d'être venus pour nous parler de votre très belle région des Pays de la Loire. Merci à tous nos invités. On se régale avec les verres là-bas. C'est bon. Non mais honnêtement, c'est bon. Je sais pas si ça a goûté, mais c'est bon. Bah, on se retrouve demain en direct à 14h40 je vais le faire. sur Campagne TV. Ciao à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.